Bonjour, bienvenue. Donc aujourd'hui, comme vous savez, ce webinaire est dédié à la présentation des nouveautés de la version 2024 FD3 qui est sortie la semaine dernière, le week-end dernier en fait. Et donc on souhaitait vous présenter en fait les nouveautés au travers de ce webinaire. Aujourd'hui, on est quatre à vous présenter ce webinaire. Donc Eric Donc qui a la parole. voilà, je suis revenu, hein, j'avais dit que j'attendais un petit peu. Il y a- Jacob, nouveau dans l'équipe, qui vient de Voilà, nous enchanté. rejoindre. Voilà. Florian, vous connaissez tous aussi, comme Bonjour à Eric. tous. Voilà. Et moi-même. Donc, on va vous accompagner pendant 7 heures. Et vous présenter en fait toutes ces nouveautés. 7 7 heures ou heures, une c'est heure? beaucoup, hein, ouais. Pendant 7 heures-ci, ouais, pendant une heure. Oui, alors effectivement. Pendant 7 heures, ça va être long, je pense. On aurait de quoi dire, je pense, mais ça va être long. Il faut sortir les pop-corn. Ok, donc pour rappel, donc on fait cette présentation à peu près tous les 2 3 mois, c'est-à-dire à chaque nouvelle sortie de la plateforme, à chaque nouvelle release de la plateforme. On attend, on va dire, une dizaine de jours pour pouvoir vous présenter les nouvelles fonctionnalités. Donc, sur cette release, on va vous présenter des nouvelles fonctionnalités liées à 4 domaines, les 4 domaines habituels, hein. Le premier grand domaine, ça va être la partie conception et ingénierie. La deuxième partie, qui est plutôt la mienne, je dirais, c'est les nouvelles fonctionnalités liées à la simulation. Ensuite, on parlera un petit peu de manufacturing. Et enfin, on terminera aussi avec la partie gestion des données, gouvernance. Alors, avant de commencer plus en détail sur ce webinar, pour rappel, on a laissé le petit QR code. Donc ça, vous pouvez retrouver l'ensemble des nouvelles fonctionnalités à cet endroit-là sur la plateforme Users Community. Si vous prenez en photo ce petit QR code, voilà, vous y aurez directement accès. Donc là, vous pourrez retrouver un peu plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités que l'on va présenter. Il y a également un deuxième endroit où vous pouvez aussi retrouver je veux dire, l'ensemble des nouvelles fonctionnalités. C'est quand vous êtes tout simplement dans le user guide, dans l'aide de la plateforme, en haut à droite, sur le petit point d'interrogation, vous êtes dans le user guide. Et après, vous allez accéder à une page et à gauche, vous pouvez accéder à une sorte de release note, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Et dans cette release note, là, vous avez accès à vraiment l'ensemble de toutes les nouvelles fonctionnalités de la plateforme Trouble Experience. Au niveau de portfolio update, je vais laisser mon collègue se charger de cette partie-là. Ouais, donc au niveau de la mise à jour du portfolio, donc le premier rôle qui a été rajouté lors de cette release s'appelle Plant Layout PLA. Donc, enfin, alors juste, ouais, j'ai juste qu'une slide, donc là, si tu peux juste la passer, je reprendrai la main plus tard. Voilà, exactement, merci. Donc là, ce rôle, il vous permet de construire on va dire, voilà, le jumeau numérique de votre usine. Donc l'idée, c'est de pouvoir positionner rapidement, facilement, euh, avec des performances intéressantes, des équipements 3D divers, donc par exemple des machines que vous faites dans SolidWorks, ou éventuellement par exemple des équipements que vous avez peut-être sous forme de step. Donc de les positionner dans une maquette, dans la plateforme, en fonction ou pas d'ailleurs d'une empreinte 2D qu'on peut venir importer, hein, d'une empreinte 2D, donc juste d'un plan, d'un layout 2D existant, ok. Et en plus voilà, de pouvoir positionner ces ressources, on va à la fois avoir des capacités d'accrochage entre ces ressources pour faciliter justement la création de ces lignes. Par exemple, au niveau des convoyeurs, on va pouvoir accrocher les convoyeurs les uns aux autres, hein, c'est un exemple. Et puis après, derrière, tirer un plan d'ensemble, un plan d'implantation globale de la ligne, de la maquette sous forme 2D. Et voilà, ça c'est la première étape. Après, on a d'autres rôles qui sont déjà dans notre portfolio pour venir rajouter des informations sur ce modèle, rajouter par exemple de la cinématique, des équipements pour tester la simulation mécanique, tester le comportement de la ligne au niveau de la performance en simulant les flux de production, etc. Donc voilà, et également on y reviendra un petit peu par la suite, possibilité d'intégrer, d'importer des nuages de points pour venir voilà, enrichir ce modèle. Donc voilà, nouveau rôle, PLA, qu'on connaissait déjà et voilà, qui vient s'ajouter au portefeuille existant CRE.
autre rôle donc qui vient s'ajouter au portefeuille Works, hein, donc c'est le rôle XXK-S en small pack en fait. C'est un rôle de connexion en fait qui va servir à la connexion à l'ERP. C'est plutôt pour répondre en fait à nos clients, notre base client plutôt principale qui est des PME, PMI. Et en gros, ce pack, il est livré avec 25 000 crédits. 25 000 crédits, en gros, globalement, on va consommer un crédit lors de l'exportation des documents vers un ERP. Et on avait jusqu'ici un pack qui était beaucoup plus gros, en fait, qui était à 100 000. Et on a, pour une question de coût, en fait, sorti un nouveau pack avec ce nombre de crédits valables sur une année. Donc voilà, ça c'est plus adapté à notre portefeuille. Je vais passer la main en fait sur la partie SolidWorks pure et les XAP à Jacob qui va nous présenter cette partie-là. Oui, bonjour, merci à tous. Je vais maintenant vous parler de la nouvelle fonctionnalité et amélioration que FD03 nous apporte sur le rôle 3D créateur. Alors, la première fonctionnalité que nous allons avoir, c'est DFM Helper, avec cela, vous pouvez définir des contrôles personnalisables pour la taille des pièces, l'épaisseur des parois et les spécifications des trous. Tout ça afin d'améliorer la fabricabilité et de rationaliser vos flux de production. En suivant, nous avons la nouvelle fonctionnalité, pardon, de Error and Warning Manager. Avec cela, vous pouvez afficher et filtrer les erreurs et avertissements dans le modèle ouvert via une boîte de dialogue interactive, accéder à des menus détaillés pour chaque fonctionnalité et effectuer un dépannage rapide pour des flux de travail de conception fluide. Prochainement, on a une autre fonctionnalité, c'est Edit Sketch Plane. Avec cela, vous pouvez modifier rapidement l'orientation du plan d'esquisse lors de la création d'esquisse basée sur une face ou un plan avec la commande Modifier le plan esquisse. Vous pouvez définir manuellement l'origine et la référence perpendiculaire pour aligner les esquisses à vos intentions de conception, gagnant ainsi en précision et en contrôle. Avec cela aussi, on a une nouvelle fonctionnalité pour aider les utilisateurs académiques. Les utilisateurs académiques peuvent maintenant accéder facilement à une bibliothèque de contenu de formation via un nouveau bouton sur la page d'accueil de XDesign. Cela va accélérer leur développement des compétences en CAO prochainement. Nous avons cette fois une fonctionnalité qu'avec cela, la priorité de sélection indiquée par l'icône du curseur est maintenant déterminée par la zone active. Cela vous facilitera la sélection précise des contours, des objets ou esquisses souhaités pour rationaliser votre flux de travail. Et cela, c'est encore une fonctionnalité qui a été améliorée avec la FD03, qui est la sauvegarde en format DXF. Vous pouvez maintenant améliorer et rationaliser vos flux de travail d'exportation DXF avec de nouvelles capacités de sélection de faces et d'esquisses, garantissant des exportations efficaces et précises. En suivant, une autre amélioration que la FD03 nous a apportée, c'est pour le split face et split body. Avec cette amélioration, vous pouvez maintenant sélectionner des esquisses entières dans l'outil Split et l'outil va automatiquement définir la direction comme normale au plan de l'esquisse. Tout ça vous permettra de simplifier votre travail. Et une autre fonctionnalité qui a été améliorée avec la FD03, c'est au sujet de la Material Application Performance. Cela vous permettra d'optimiser votre flux de travail avec une application plus rapide des matériaux et une gestion des fichiers améliorée, assurant une expérience de conception plus fluide et plus réactive. Beaucoup de fonctionnalités et de nouveautés avec le 3D Creator. Une autre, c'est la transition entre XDesign et SolidWorks a été améliorée pour rendre votre flux de travail plus efficace en permettant une transition fluide entre XDesign et SolidWorks, qui est maintenant possible grâce à la modification directe des pièces dérivées dans XDesign. Également, vous avez une autre fonctionnalité qui a été améliorée, qui est pour modifier l'environnement. Avec cette nouvelle amélioration, vous pouvez améliorer votre flux de travail en masquant temporairement des composants lors de la modification d'un environnement de conception, facilitant ainsi la sélection et la modification des objets masqués directement dans l'environnement.
On a également beaucoup de changements qui ont été apportés, d'améliorations et de fonctionnalités. Je vais pas tout découvrir, mais comme mon collègue l'a dit, ces informations peuvent être retrouvées dans d'autres documents qui vont être déjà accessibles. Ouais. Et maintenant, je vais vous parler de les nouveautés au sujet du rôle 3D sculpteur. Avec le FD03, on a une nouvelle modification qui était, une fonctionnalité qui était apportée avec le FD03, pardon, qui est d'activer l'outil d'inspection du maillage pendant l'édition du maillage pour analyser la qualité du maillage de la subdivision. Tout ça en garantissant l'intégrité de la géométrie et en évitant les auto-intersections. Cela permet de gagner du temps lors de la création et de l'édition du modèle de subdivision. Je vais maintenant vous parler d'une nouveauté dans le rôle Manufacturing Definition Creator. Cela est d'améliorer la précision des côtes grâce à un contrôle renforcé de la cotation des arcs, offrant des manipulateurs supplémentaires pour ajuster facilement le placement en fonction des distances maximales, minimales et centrales entre les arcs et les cylindres. Ceci vous permettra de créer des dessins précis avec une flexibilité accrue. Je vais maintenant passer la parole à Florian qui va vous raconter les nouveautés apportées par la FD03 dans 3D Experience SolidWorks et Collaborative Designer pour SolidWorks. Hop. Merci Jacob pour cette présentation des fonctionnalités sur les XApp. Euh, C'est sympa, merci. hein, ce petit accent canadien pour présenter ces X-Apps quand même. On l'entend de moins Vous en l'avez moins justement. remarqué, On hein. s'habitue, hein, je pense avoir. Non, non, merci beaucoup Jacob. Ouais. Merci, Jacob. Donc maintenant on va passer sur les nouveautés concernant SolidWorks Connected et également donc les nouveautés qu'on trouve si vous utilisez le connecteur. Donc première fonctionnalité ici, rajout de la possibilité d'établir des lésions, des dépendances make from. C'était un attribut, hein, alors juste, je remets la vidéo, hop voilà. C'est un attribut qu'on trouvait que certains utilisateurs pouvaient utiliser lorsqu'ils utilisaient en fait Xen, l'outil de gestion de nomenclature. Maintenant, c'est une chose qu'on peut faire directement dans SolidWorks. Ah mince, je reviens. Désolé, je reviens un peu en arrière. C'est un outil qu'on peut utiliser, qu'on peut trouver directement dans l'interface SolidWorks au niveau de ce panneau d'intégration. Et ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à définir un lien spécifique entre un objet et un autre objet 3D pour définir une relation make from ou liée avec un matériau brut. Alors attention, on le répète, hein, au niveau de ces matériaux bruts, par rapport à leur définition, il vous faudra le rôle XSR, Specification Manager, pour pouvoir les créer. Voilà, donc là c'était juste le rajout de cet onglet dans le panneau d'information du panel d'intégration, panneau d'intégration 3DX. Pareil, la même chose donc, concernant les ajouts au niveau de ce panneau, on a l'onglet historique qu'on va pouvoir afficher également dans l'environnement SolidWorks. Même chose, ce panneau-là, cet onglet-là, on le retrouvait uniquement avant dans Xen ou PAU, hein, dans l'environnement web de la plateforme. L'intérêt ici, c'est de pouvoir traquer directement toutes les actions qui ont lieu sur un objet. Donc changement d'état de maturité, montée en révision, modification de la structure d'un assemblage. Donc là, on va pouvoir voir qui a ajouté, supprimé des composants, quand, etc. Donc on a accès à cette liste déroulante que vous voyez à droite, qui affiche, qui traque toutes les actions réalisées avec la personne identifiée au niveau de l'action et quand. Et c'est une information qu'on peut directement imprimer en PDF ou sortir en fichier CSV. Également, on rajoute au niveau du panneau d'intégration My Session, on peut accéder directement aux communautés 3D Swim. Donc, vous le saviez déjà, il y avait déjà un ensemble d'outils de collaboration qui étaient déjà intégrés, donc les tâches, par exemple également tous les bookmarks. Maintenant, aujourd'hui, là, c'est le rajout des communautés 3D Swim et également ici donc des conversations qui font partie de 3D Swim. Donc là, vous pourrez envoyer directement des notifications à vos collègues lorsque vous travaillez sur un assemblage. Hop, ok, donc nouveauté également au niveau du 3D Drive.
Donc maintenant, on peut ouvrir directement depuis des dossiers 3D Drive les fichiers SolidWorks sans avoir un message bloquant qui demandait d'installer nécessairement 3D Experience Drive for Windows. Ok. Maintenant, ça la ouvre directement SolidWorks et on va ensuite avoir la possibilité d'installer ou non, c'est important le ou non, l'utilitaire 3D Experience Drive for Windows qui permet de synchroniser les dossiers que vous avez au niveau de votre 3D Drive avec des dossiers stockés localement. Nouveauté ici concernant les templates que vous pouvez stocker dans la plateforme. Donc maintenant, quand on a plusieurs révisions du même template, seule la dernière révision est téléchargée localement. Alors attention, point de vigilance, il faut quand même avoir monté proprement les révisions d'un template qui a été stocké dans la plateforme. Sinon, c'est toujours un problème. Si par exemple, au lieu de créer plusieurs révisions d'un même fichier, on a créé plusieurs templates différents représentant donc les différentes révisions, mais qui possèdent le même nom de fichier. Voilà, donc là, ça va faciliter la gestion de ces templates. Ici, petite amélioration, donc une amélioration silencieuse, entre guillemets, au niveau du File Preparation Assistant. Donc, c'est l'utilitaire qui, je vous le rappelle, vous permet de faire un check-up de vos données avant de réaliser un import par lot et qui permet de résoudre en amont beaucoup de problèmes qui pourraient survenir plus tard et qui pourraient stopper l'enregistrement. L'amélioration ici, c'est que cet utilitaire, il va également vérifier, en plus bien sûr des vérifications qu'il fait déjà, il va pouvoir vérifier la présence d'anciens fichiers qui ont été sauvegardés en version SolidWorks 2020 ou des versions antérieures. Et si c'est le cas, ces fichiers ils devront être forcément mis à jour et sauvegardés à partir d'une version 2021 ou version plus récente. Sinon, l'enregistrement par lot échouera complètement. Donc voilà, grâce à cette amélioration, on a maintenant la liste détaillée des fichiers concernés au niveau du rapport HTML que génère justement l'utilitaire. Et donc voilà, vous avez accès à cette liste et avec tous les fichiers qui ont été repérés, vous pouvez alors utiliser le task scheduler, là, donc le planificateur de tâches, pour réaliser la mise à jour de ces fichiers pour pouvoir ensuite les sauvegarder par lot dans la plateforme. Donc ici, nouveauté, donc ça concerne les composants virtuels. Donc c'est très simple. En fait, vous allez voir, en fait, finalement, la vidéo paraît très simple, mais derrière, c'est très important. Donc ici, on voit, on a un composant virtuel, on l'a supprimé, on a sauvegardé, et vous avez vu, il s'est rien passé. C'est exactement en fait ce qu'on voulait. C'est-à-dire que maintenant, même si on a juste le statut auteur et pas responsable, on a la possibilité de supprimer les composants virtuels. Donc, je rappelle, c'est des composants qui sont enregistrés en interne dans le fichier d'assemblage et qui n'ont pas de fichier propre à eux. Donc, on a la possibilité de le supprimer et de sauvegarder sans rencontrer de message d'erreur. Avant, on était obligé de s'identifier en tant que responsable pour pouvoir supprimer et sauvegarder l'assemblage. Voilà, et ça c'est très important quand on travaille notamment avec le module piping routing, car la modification, lorsqu'on modifie un routage ou un composant de tuyauterie, en fait on va beaucoup travailler et traiter des pièces virtuelles justement. Donc là c'est une nouveauté très importante dans ce contexte-là notamment. Hop, je continue. Toc, toc, toc. Super. Amélioration également concernant l'exposition des matériaux SolidWorks dans la plateforme. Donc maintenant, dans la plateforme, nous respectons l'affectation du matériau qui a été faite dans SolidWorks. Si le matériau a été appliqué au niveau de la pièce, le matériau sera bien assigné au niveau de la part quand on ouvre le produit dans la plateforme. Ou s'il a été appliqué au niveau d'un corps, d'un bodice dans SolidWorks, on pourra également voir l'affectation au niveau du corps dans la plateforme. Donc là, par exemple, on a juste un exemple. Le matériau a été appliqué au niveau de la part et on voit bien l'assignation du matériau dans la plateforme et entre parenthèses son niveau, où est-ce que ça a été appliqué. Donc là, ici, sur scénario 1, Desire. Très bien. Et par contre, attention, cela ne marche pas avec les matériaux out of the box, on va dire, de SolidWorks. Il y a d'abord un process à respecter pour connecter la database des matériaux SolidWorks à la plateforme pour qu'il soit correctement exposé. Donc pour ça, il faut l'application Material Definition qui vient avec des rôles Katia ou Similia. Si vous avez des questions, je vous invite à aller voir mon collègue Eric qui saura parfaitement vous conseiller là-dessus. Nouveauté très attendue en lien avec une nouveauté qu'on vous avait présentée la dernière fois.
Donc la dernière fois, en fait, on a annoncé la synchronisation visuelle, on va dire, donc dans les visionneuses du type 3D, du type 3D Play, 3D Markup, donc la synchronisation entre les informations qu'on trouve sous forme d'annotation dans les mises en plan, dans les cartouches par exemple, et les propriétés PLM du dessin. Donc avant la FD2, je rappelle, les informations qu'on voyait dans le 3D Play ne reflétaient pas la valeur exacte si le dessin était, par exemple, été distribué. Maintenant, suite à FD2 et la FD3, donc notamment la FD3 ici, si on utilise une route pour distribuer automatiquement un dessin, on va pouvoir voir visuellement cette information au niveau du 3D Play ou d'un 3D Markup. Voilà. Et donc voilà, et la différence par rapport à la dernière fois, c'est qu'avant on devait changer la maturité de l'objet manuellement. Maintenant, on peut également utiliser une route et on voit un ensemble de nouveaux attributs qui peuvent être mis au niveau du cartouche. Donc là, par exemple, la date de distribution, qui l'a distribué, et aussi voilà, cette new release task. Hop, je continue. Donc, alors ça, peut-être si Rick, tu veux commenter sur cette partie. Je veux bien commenter. Ah, bah, c'est super. Alors là, c'est je dirais une grosse nouveauté sur la partie compatibilité. Donc déjà, depuis une ou deux releases, on pouvait utiliser des licences de SolidWorks Simulation Desktop compatibles avec 3D Experience SolidWorks. Oui, 3D Experience SolidWorks. On a étendu en fait cette compatibilité avec les licences de SolidWorks Flow Simulation et SolidWorks Plastics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes un utilisateur de 3D Experience SolidWorks et vous avez besoin de faire de la simulation d'injection plastique et ou de la simulation fluidique, vous pouvez également utiliser une licence de SolidWorks Flow Simulation ou Plastics Desktop en compatibilité avec votre 3D Experience SolidWorks. Merci Eric, c'est superbement bien expliqué, c'est parfait. Tu es parfait. Nouveauté ici concernant le nommage au niveau des sorties dérivées. Donc maintenant, on peut avoir un nommage spécifique au niveau donc des derive output, des sorties dérivées. On accède à ces options au niveau de la console admin, donc au niveau du dashboard platform management. Oui. Donc maintenant, il y a une nouvelle tab naming rules dans la section derive format management. Donc là, c'est voilà, la capture d'écran que vous voyez. Et vous pouvez établir des règles de nommage spécifiques pour les sorties dérivées en fonction du type d'objet d'origine. Donc les formules utilisées de nommage, elles sont basées sur une liste d'attributs que vous pouvez faire figurer dans le nom ou pas, et qui vont être séparés par des tirets. Donc par exemple, au niveau du nom, on peut faire apparaître la maturité, la révision, ça peut être important, ou le IN, l'UN qui est également géré comme un attribut, ou une description. Voilà. Et dernière nouveauté pour cette section, concerne donc le 3D Experience Integration Rule Editor. Donc c'est l'outil intégré dans SolidWorks qui permet d'établir des règles de conversion spécifiques au niveau des configurations SolidWorks et qui vous permet de décider si la configuration va être convertie en physical product ou en représentation dans la plateforme. Donc maintenant, lorsque vous utilisez cet outil pour désigner par exemple, pour n'avoir qu'un seul produit physique, pour chaque configuration. Donc par la suite, si vous rajoutez des configurations SolidWorks, vous ne pourrez pas ajouter d'autres produits physiques. En fait, derrière, le système va activer l'option Remove Cat Family, qui vous est sans doute familier, et qui cela va ainsi vous permettre de travailler en cohérence avec la logique, la règle que vous avez spécifiée. Ok. Voilà. Bon, si tous ces concepts ne sont pas encore familiers, je vous conseille vivement de parcourir le Solid Practices sur les configurations SolidWorks dans la plateforme que vous trouverez dans le wiki de la communauté publique SolidWorks News et Info. C'est un ensemble de pages wiki que vous trouverez et qui vous expliqueront les changements qu'il y a eu depuis les dernières releases et surtout les conseils, les stratégies qu'on recommande lorsque vous utilisez des configurations SolidWorks et que vous souhaitez les stocker, sauvegarder vos fichiers dans la plateforme.
Voilà, c'était tout pour ma partie. Je te relaisse la main, Jean-François, Ouais, pour merci Florian pour ces DraftSight. Merci. explications claires. Top. On va parler de trois petits mots sur DraftSight. DraftSight, donc, comme vous le savez, c'est l'outil 2D de chez Dassault Systèmes, concurrent d'AutoCAD, hein, forcément, et puis sur lequel on continue d'apporter des améliorations. La première amélioration, en fait, hein, c'est le batch en fait, avec le mappage vers les bookmarks. Un mappage vers les bookmarks, vers la plateforme, ça permet d'avoir une correspondance des dossiers Windows que l'on a quand on va faire le chargement et de retrouver en fait cette structure de dossier automatiquement dans la structure des bookmarks. Bookmark étant l'application, on va dire, de gestion de la structure de dossier. Donc, on a en fait cet automatisme présent maintenant avec DraftSight. Une autre nouveauté liée aussi au bookmark, c'est directement depuis la boîte de dialogue ouvrir dans DraftSight, on accède maintenant directement à la navigation au travers des bookmarks qu'on aurait créés ou qu'on aurait importés hein, directement. Donc une intégration plus complète. Voilà, on a fait un tri hein, sur ces nouveautés-là, il y en a pas mal d'autres, mais sur la partie DraftSight, c'était deux choses importantes à discuter. Quelques mots aussi sur la partie electrical, donc l'outil de schématique électrique 2D, donc présent sur la plateforme. Là aussi, quelques nouveautés. Donc, on va voir en fait un outil qui va permettre de trouver plus rapidement des composants électriques sur le portail ECP, là, Electrical Content Portal. Et comment on va faire? Tout simplement, on va avoir la possibilité d'effectuer des recherches par date et par classe grâce au 6W tag de la plateforme, à l'outil de recherche de la plateforme. Intégration forte. On va aussi avoir la possibilité d'être meilleur dans la création des bibliothèques et le développement des projets en tout simplement en faisant glisser, déposer du contenu depuis ce portail là de ECP vers la zone graphique de Electrical Schematic Designer. Un autre point, c'est le câblage des borniers électriques. On va améliorer la documentation des borniers électriques en ajoutant tout simplement la possibilité de connecter des fils, ça c'est déjà existant, mais aussi des fils ou des câbles, ou même si on veut, en fait, les deux hein, dans la boîte de dialogue ici, donc de pouvoir choisir beaucoup plus de possibilités. L'autre point, c'est la modification des plans de harnais et de panneaux de commande qui vont être faisables en éditant les vues des composants directement à partir d'Electrical Schematic 2D sans avoir à revenir à la source 3D. Donc, on parle d'un composant 3D, donc on peut directement venir ici l'éditer dans Electrical Schematic 2D grâce à l'onglet en fait annoté. Un petit mot, alors les connecteurs, il en existe beaucoup, hein, surtout nos logiciels, les logiciels en fait hein, concurrents, hein, notamment. On va savoir connecter forcément tous les CAO, on va dire, du domaine. Mais on a souhaité nous faire un point sur la partie Altium Designer plutôt pour la partie PCB, puisqu'on a un lien fort aussi avec Altium. Donc ici, la nouveauté concerne l'affectation automatique des composants lorsqu'on va importer une bibliothèque ICAD. Et en fait, à l'aide du gestionnaire en fait, d'aimants, on va pouvoir mapper des propriétés et des attributs personnalisés. Donc, sachez qu'il existe hein, ce connecteur, voilà, il y a cette nouveauté-là, mais le but c'était vraiment de discuter de cette partie-là. Florian, je pense que ça va être à toi de reprendre cette partie-là. Ouais. Hop, c'est bon, je reprends le contrôle. Oui, donc là, ça va être assez rapide de mon côté. C'est juste pour vous parler de la nouveauté liée au rôle Eco Design Engineer, KED, hein, qui vous permet de conduire des ACV, des analyses du cycle de vie de vos produits pour connaître l'impact environnemental de votre produit. La nouveauté, première nouveauté ici sur ce rôle, c'est des nouveautés liées à l'amélioration de l'expérience utilisateur. En fait, on va plus facilement pouvoir définir les objectifs pour chaque métrique que nous fixons et que nous surveillons dans notre analyse. Donc, cette fois, voilà, on a juste à cliquer sur une métrique, par exemple consommation d'eau ici, et définir l'objectif et une fourchette, valeur max et valeur min, qu'on va chercher à respecter et qu'on va surveiller dans notre étude. Voilà, donc c'est sa première nouveauté. Et la deuxième, hop,
On a également plus de précision maintenant lorsque nous récupérons des informations de nos fournisseurs. Donc, par exemple, si on reçoit justement l'impact environnemental de certaines pièces, nous pouvons, comme on savait déjà le faire, les déclarer directement dans un tableau pour les prendre en compte dans le calcul. Euh, mais maintenant, la nouveauté, c'est qu'on peut également détailler au niveau de ces valeurs déclarées, à quelle phase du cycle de vie elles font référence. Donc c'est important, c'est-à-dire que par exemple, voilà, ici je définis euh, que cette pièce va avoir, oula, mince, désolé, je reviens en arrière, que cette pièce va générer 14 kg de CO2, mais je vais pouvoir définir que 10 kg concernent l'activité par exemple, d'extraction et 2 kg concernent l'activité de transport. Et ça me permet en fait tout simplement d'affiner l'analyse que je tire de mon ACV complète afin de mieux optimiser le produit. Typiquement, si j'avais rentré en brut la valeur 14 kg de CO2 rejeté, je n'aurais pas eu l'information que finalement le problème c'était pas tant le transport mais plutôt la méthode d'extraction. Voilà, donc là c'est voilà, la nouveauté c'est concerne notamment la possibilité de répartir et de mieux détailler la phase du cycle, l'étape dans le cycle de vie au niveau de ces valeurs déclarées d'impact environnemental. Voilà. Euh, le deuxième, voilà, donc l'autre nouveauté concerne GED. Je ne sais pas si Eric, tu veux prendre la main là-dessus. Alors attendez, je n'arrive plus à changer de slide. Hop. Ah si, super. Ouais, GDE. Ouais. ouais. Donc concernant donc le rôle d'optimisation topologique, on a amélioré le contrôle d'épaisseur minimale. En fait, il existait déjà dans la version précédente, sauf que quand on le faisait sur toute l'optimisation, c'est-à-dire tous les espaces de design. Et si on avait une simulation avec plusieurs espaces de design, comme on voit actuellement là, on a deux espaces de design, ben là on va pouvoir contrôler ce paramètre pour chaque espace de design. On a également aussi implémenté une nouvelle fonctionnalité de filtre qui permet de en fait facilement isoler des petits domaines qui n'ont pas été recouverts. C'est ce qu'on voit actuellement à l'écran. Et la troisième nouvelle fonctionnalité qu'on a implémentée, c'est une nouvelle fonctionnalité de reconstruction. Donc, celle-là est vraiment top. C'est un nouveau type en fait de reconstruction automatique qui se fait à partir, je dirais, d'une surface qu'on extrude directement. Donc ça va permettre, on va dire, d'accélérer le processus de reconstruction de la pièce. Donc là, on voit qu'on a à peu près deux directions d'extrusion et rapidement, on peut régénérer une pièce. Hop. Concernant 3D Motion Creator, next. On a implémenté une fonctionnalité de visualisation pour les ressorts. Donc là, c'est vraiment purement visuel, hein, mais ça permet, lorsque l'on fait des animations, de bien avoir ce ressort qui rétrécit et s'agrandit, qui s'adapte, on va dire, hein, à la distance. Donc c'est purement visuel, mais voilà, euh, ça peut être intéressant quand on fait des animations pour une meilleure compréhension et pour éviter d'avoir, par exemple, un ressort qui transperce la géométrie. Passons maintenant vraiment à la partie simulation. Donc, sur la partie simulation, la première nouvelle fonctionnalité que je vais vous présenter concerne les outputs. Pour rappel, les outputs, c'est les données de sortie qu'on va avoir dans un calcul. C'est par exemple, c'est là où on dit si on veut exporter les contraintes de von Mises, les déplacements et tout ça. Voilà, tout simplement, on a rajouté un paramètre que l'on peut avoir dans ses préférences qui va être une sortie par défaut. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous voulez gagner de la place et qu'il y a plein de sorties que vous n'utilisez jamais, bah, vous les enlevez en sortie par défaut. Ou si, au contraire, il y a des sorties que vous voulez rajouter par défaut, vous pouvez personnaliser vos types de sorties dans vos préférences. Sur la partie simulation de fatigue, lorsqu'on fait une simulation de fatigue, dans un premier temps, il faut faire une simulation structurelle. Et là, ce qu'on a amélioré, c'est que s'il y a seulement une pièce de notre simulation structurelle qui nous intéresse, bah, du coup, on va pouvoir isoler l'étude de fatigue sur cette pièce-là. On n'est pas obligé de faire l'étude de fatigue sur tout l'ensemble de l'assemblage, ce qui permet du coup de réduire les temps de calcul. Au niveau du contact général, surtout les analyses thermiques, on a amélioré la fonctionnalité, c'est-à-dire que maintenant on peut utiliser le contact général pour une analyse thermique, ce qui va permettre d'automatiquement mapper, interpoler des températures au niveau des contacts.
contact. Auparavant, on ne pouvait pas faire ça avec le contact général. Ça, c'est je dirais une grosse nouvelle fonctionnalité pour ceux qui connaissent un peu le CEL dans Abacus. Donc, on peut maintenant faire du CEL. Donc, au CEL, c'est pour coupler Lagrangien et Eulérien couplés. Ça permet de faire de la simulation fluidique et notamment, surtout, de la simulation d'interaction fluide-structure. Donc, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs modèles de simulation fluide dans Abacus, il faut savoir. Il y a également le modèle SPH qui était déjà disponible. Là, c'est un autre modèle de simulation fluidique qui s'appelle voilà, le CEL et on peut faire voilà, des animations comme ça. Ça peut être très intéressant. Logiquement, quand on fait par exemple du drop test comme ça sur du packaging, on va vraiment avoir des fortes répercussions du fluide qui vont aller déformer une structure qui est assez flexible. Concernant le maillage EXA, on a implémenté un nouveau modèle qui s'appelle le modèle de point milieu. Et ça peut être intéressant sur les coins de congé où on avait des problèmes parce qu'en fait, ça, c'était maillé entièrement en tétra, même si on était sur un maillage EXA globalement, il est maillé en tétra. Donc là, grâce à ce nouvel algorithme, on va vraiment pouvoir conserver des éléments exacts sur ces parties-là. Donc ça permet d'avoir un maillage, je dirais, un peu plus uniforme au niveau que ce soit des tailles d'éléments, mais également aussi au niveau des types d'éléments qu'on utilise dans le maillage. Et surtout, ça permet d'améliorer la qualité de ces éléments dans ces coins-là. Au niveau de Structural Designer, on a amélioré les fonctionnalités de post-traitement, notamment avec la possibilité de pouvoir voir ce qui se passe au niveau de la pré-contrainte. Donc là, je m'explique. Quand on utilise des boulons virtuels dans une simulation, donc en fait, il va faire la simulation en deux étapes. La première étape qu'il va faire, c'est qu'il va appliquer seulement la contrainte des boulons, et ensuite, après, il va appliquer dans un second temps les forces qu'on va aller appliquer sur notre simulation. Euh, Auparavant, avec SRD, on ne pouvait avoir que le résultat final. On ne pouvait pas accéder à ce résultat, je dirais, intermédiaire où on va seulement avoir l'état de contrainte suite à la pré-contrainte. Donc là, on peut maintenant, dans SRD, accéder à cet état temporaire, je dirais, cet état intermédiaire de pré-contrainte au niveau des résultats. Alors celle-là, c'est une de mes fonctionnalités préférées de cette nouvelle release. Alors ça paraît simple, hein, c'est un dashboard qui est automatiquement créé lorsqu'on a les rôles soit Structural Mechanics Engineer, Structural Performance Engineer ou Structural Engineer. Ce qui est intéressant avec ce dashboard, c'est bon, déjà on a accès à ça résume un peu les tutoriels qu'on peut avoir sur les différents rôles qu'on a, mais c'est surtout le second onglet qui est l'onglet What's New qui permet d'accéder directement aux nouvelles fonctionnalités de la version en cours et même des versions précédentes. Et ça permet vraiment de très rapidement revoir toutes les nouvelles fonctionnalités du rôle qui nous concerne. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper intuitif et super accessible quand on a ça. Ça permet d'éviter de passer sur un autre tenant, par exemple, pour aller accéder aux nouvelles fonctionnalités. Et ils ont rajouté aussi d'autres onglets, donc Product Review, Simulation Review, là, qui en fait, qui pointent automatiquement vers vos simulations que vous avez déjà fait tourner sur votre propre tenant. Concernant Simulation Collaborator, on a amélioré c'est la fenêtre qui permet de choisir les résultats que l'on veut afficher. Donc avant, il fallait aller en bas, aller sur le petit bouton juste à côté du bouton play pour pouvoir afficher les différents types de résultats. Par exemple, passer de la température à, je sais pas, au maillage. Maintenant, là, on a rajouté cette petite fenêtre à gauche qui permet voilà, de basculer plus facilement et plus aisément on va dire, d'un résultat à un autre résultat. Concernant FMK, on a amélioré la possibilité de pouvoir faire des isosurfaces. Donc, on pouvait déjà en faire. Là, on a créé une nouvelle fenêtre, un nouvel assistant pour faire ces isosurfaces. Et du coup, ça permet de manipuler ces isosurfaces beaucoup plus facilement. Il faut savoir hein, que les isosurfaces, c'est extrêmement utilisé en simulation fluide, également en simulation structurelle. Donc, c'est bien d'avoir travaillé sur ces facilités de post-traitement-là. Concernant les plots, on a aussi amélioré les graphiques. Auparavant, on pouvait afficher qu'un seul plot dans une fenêtre de plot de tracé. Là, maintenant, on peut en afficher deux, trois. On peut en afficher plusieurs, facilement en enlever, ajouter ouais, des plots. Donc ça, pareil, c'est intéressant quand on veut, quand on a besoin de travailler sur plusieurs plots à la fois.
Cette fonctionnalité-là, ça fait partie d'un gros projet qui est en train de voir le jour, hein. Donc, c'est une extraction de domaine fluide quand on a un domaine, quand on a une géométrie qui n'est pas watertight, qui n'est pas étanche. Donc là, vous voyez, hein, il y a des trous dans la géométrie et on peut quand même automatiquement extraire un domaine fluide. Donc, cette nouvelle fonctionnalité-là, elle fait partie d'un plus gros projet de maillage conforme qui est pas encore finalisé, mais donc ça va servir prochainement je dirais, révolutionner un peu la technologie de maillage dans FMK. Toujours concernant l'extraction de volume fluide, donc il va y avoir maintenant actuellement il y a deux méthodes d'extraction de domaine fluide, une méthode avec le domaine étanche et une autre méthode qu'on a vue juste précédemment avec le domaine non étanche. Donc quand on travaille avec un domaine étanche, le problème c'est qu'on peut avoir plein de petits volumes morts. Donc là par exemple c'est des emplacements de perçage qui ont été extraits. Donc ça on va pouvoir maintenant facilement les sélectionner, les enlever quand on a des domaines de ces volumes qui sont ne pas tenir compte dans votre simulation. Sur la partie injection plastique, on a également retravaillé le solver de prédiction de rotassure. C'est-à-dire qu'avant, en fait, on avait une valeur qui était absolue de rotassure, sauf qu'on a toujours la rotassure, hein, parce on a toujours du plastique en fait qui se rétracte lorsqu'on refroidit la pièce. Donc là, en fait, on va gérer, renormaliser un peu cette rotassure par rapport à la rotassure minimum. Et ça permet de faire ressortir un peu plus ce qu'on appelle les sync marks, notamment euh, au niveau de ces extrusions de connecteurs, notamment. On a également ajouté des propriétés un peu plus détaillées au niveau des matériaux dans le plastique et notamment des matériaux avec des fibres. Donc là, on a rajouté plus de propriétés sur la définition de ces fibres-là. Et puis en plus, on a également, à côté de ça, aussi élargi la base de données matériaux dans SolidWorks Plastics. Merci Voilà Eric. pour les. Voilà. Ah, je te donne la main, Jean-François. Merci Eric pour la présentation sur la Il est partie toujours pressé, simulation. Jean-François. Comment? Il est toujours pressé, je disais, désolé. Non, j'essaye de tenir le timing, c'est tout. Donc, on va attaquer la partie gouvernance, donc avec les rôles principaux. Alors, avant de démarrer, oui, sur la gouvernance pure de la plateforme avec les rôles CSV, en fait, on va parler de trois expériences SolidWorks avec une nouvelle notion qui est arrivée avec la VD3, un nouveau mode. En fait, on va être compatible avec SolidWorks PDM. Donc, on a un mode qui permet de travailler soit avec la plateforme, soit avec SolidWorks PDM pour ton expérience SolidWorks. Ça, c'est une nouveauté. Ensuite, on va détailler les différentes nouveautés dans les différents rôles disponibles, hein, les rôles de base, les rôles planning, les rôles ainsi de suite. Donc, tout ce qui concerne le rôle de base, on va déjà commencer par le 3D Drive. Maintenant, lorsque vous déplacez ou vous copiez un fichier ou un dossier dans un emplacement existant, où il y aurait déjà dans ce dossier un nom ou un nom de fichier, pardon, ou un nom de dossier similaire, le nom du contenu va être copié automatiquement quand même, hein, copié ou déplacé, mais il va être renommé avec le petite parenthèse. À la fin de la copie, vous recevrez ce message-là en fait qui vous valide comme quoi la copie a bien eu lieu et il vous indique en fait qu'il a renommé en même temps. Pour pas bloquer en fait, pour pas avoir de surprise quand on a tout un dossier avec des éléments déjà communs. Après, savoir ce qui a été copié, ce qui n'a pas été copié, là au moins tout est copié ou déplacé. Il y a juste un renommage avec petit symbole à la fin. Plus simple pour s'y retrouver. Toujours sur 3D Drive, on va pouvoir visualiser maintenant en fait les objets qui sont stockés dans le Google Drive. Donc ça, c'est dans 3D Drive, vous avez la possibilité de connecter votre compte Google et la nouveauté, c'est de pouvoir avoir les aperçus en fait hein, sur les Google Sheets, les Google Docs, les Google Slides quand on va sélectionner la fonction prévisualiser. Voilà. Un autre point aussi, on a enrichi en fait la liste des documents qui sont pris en charge par le 3D Play, par l'application web, hein, pour lire différents types de contenus et on peut désormais ouvrir un document stocké dans le 3D Space directement dans le 3D Play.
Aussi la possibilité dans 3D Play de voir en fait les images à 360. Il va détecter automatiquement l'image à 360 degrés et du coup, par rapport à ça, il va amener en fait les bonnes fonctionnalités, comme par exemple, on aperçoit ici dans l'écran le petit symbole. C'est lui-même qui détecte et qui vous apporte l'outil pour pouvoir visualiser cette image à 360. Sur le 3D Search maintenant, donc sur le 3D Search, on a des possibilités des nouveautés en fait sur l'ajout des tags au niveau des sociétés, des communautés, des utilisateurs accessibles. Tout ça, ça va être accessible directement dans les recherches. Également sur 3D Search, le panneau de filtrage qui va être intégré dans les résultats de recherche. Donc directement dans le résultat de recherche, vous avez accès aux filtres des posts, des wikis, donc de manière à trier plus rapidement sur un résultat qui serait assez conséquent. La possibilité aussi d'exclure, ça c'est pas mal, hein, d'exclure plusieurs tags à la fois. Hein, il fallait passer un par un, là maintenant on a la possibilité de le faire en une seule fois. Les nouveautés sur la partie 3D Swim, donc l'outil des communautés, c'est une petite nouveauté mais plutôt rigolote on va dire, mais c'est la possibilité d'utiliser des boutons emoji. Hein. C'est un petit truc, mais c'était jusqu'ici pas réalisable. Un point peut-être plus, on va dire plus légal, la possibilité, si vous le souhaitez, de demander à tous les membres qui accèdent à votre communauté d'accepter des conditions d'utilisation. On va pouvoir ajouter un message qui sera affiché directement aux membres de la communauté la première fois qu'ils se connectent. On peut aussi également mettre à dispo un PDF téléchargeable qui décrirait les conditions d'utilisation. Donc là, c'est pour être sur une communauté un peu plus formelle et ouverte. Si vous avez ce besoin-là. On peut aussi maintenant dans les discussions, donc dans les conversations, pardon, vous avez les communautés, vous avez les conversations, hein, l'interface a changé en FD2. Donc dans les conversations, vous allez pouvoir maintenant rajouter des messages audio ou vidéo directement dans les conversations. Un autre point sur les communautés, donc au niveau des propriétés des communautés, qui peuvent désormais être examinées et surtout on va pouvoir modérer et signaler du contenu. Avant, en fait, c'était réservé uniquement aux administrateurs de la plateforme. Donc là, l'intérêt, c'est que maintenant tout le monde va pouvoir signaler éventuellement du contenu et on va pouvoir ressortir facilement la liste des contenus signalés, le nombre de personnes qui les a signalés et au travers d'un fichier CSV pour pouvoir faire un rapport ou tout simplement aller regarder rapidement les différents signalements qu'il y a eu. Enfin, toujours les communautés, il y a un nouvel onglet demande de communauté qui est désormais disponible dans la section Mon profil ici, dans la section Mi ici. Vous avez cet onglet-là qui est disponible et il affiche en fait le statut et les détails de toutes les demandes de la communauté qui sont envoyées aux administrateurs. Donc ça évite de retourner en fait sur la plateforme d'administration directement, on y accède ici. Sur la partie collaborative industrie innovateur, donc le rôle CSV, on va avoir des améliorations sur l'outil de comparaison. On va pouvoir créer en fait un profil de comparaison personnalisé qui permet de définir des statuts avec des attributs. Par exemple, si on veut pouvoir comparer facilement deux attributs ensemble, systématiquement deux attributs, et avoir un code couleur forcément associé, je vais vérifier en une seule colonne si, par exemple, le code article et la désignation sont corrects, enfin sont renseignés. Ça me permet d'avoir un seul statut. Ça permet de se préparer vraiment des filtres propres et petite anecdote, on peut choisir nous-mêmes les couleurs affichées dans l'outil de comparaison une fois ce filtre appliqué. On va pouvoir aussi attacher des objets dans la section contenu du problème sur les issue management. Je vais peut-être commencer par le titre. Donc, sur l'application issue management, on va pouvoir rajouter du contenu différent que les physical products, en fait, dans l'onglet contenu, dans les éléments affectés, le contexte. Donc, on peut ajouter depuis les communautés un message, un média, une idée, une question, un wiki. Donc l'intérêt, c'est de créer du lien, hein, de pouvoir refaire un lien entre par exemple, une question qui aurait été posée et puis une issue qui a été déclarée, savoir à quel moment en fait je vais pouvoir retrouver, parce que dans relation, on retrouvera toutes ces informations.
ou au contraire une solution qui a été trouvée, qui a été renseignée, bah, depuis le wiki, par exemple, pouvoir retrouver qui avait créé la demande, ou à l'inverse, hein, retrouver depuis l'issue, retrouver le wiki qui a été publié. On peut aussi lier au niveau de la planification de projet, on va pouvoir lier des projets carrément ou une tâche du projet. Donc ça commence à être intéressant d'avoir autre chose, en fait, vraiment un contenu dédié plateforme lié à cette demande d'amélioration. Toujours sur Issue Management, on va pouvoir en fait s'abonner sur un template. Un template d'issue, on va créer un template donné avec différentes étapes, différents process. Ce qu'on peut faire, c'est dans le template, en fait, créer des abonnements. Ça permet directement, quand un utilisateur va créer une issue en s'appuyant sur ce template-là, ben, d'être sûr que telle ou telle personne, ou moi-même, je serai notifié. Par exemple, un valideur qualité va peut-être pas voir passer toutes les issues. Par contre, il va peut-être être intéressé d'être prévenu quand une issue est validée. Donc ça, c'est typiquement dans cet exemple-là. Donc c'est à faire depuis le template directement, donc ce qui est vraiment standard. Collaborative task, du coup, la collaborative task, en fait, va s'enrichir d'une nouvelle commande avec la possibilité d'ajouter ici des hyperliens dans le panneau d'information de la tâche. Bah, on n'a pas forcément toujours des documents physiques à ajouter, ça peut être tout simplement des liens vers autre chose. Donc là, sa possibilité, c'est de mettre de l'hyperlien ici. Autre point ici, pour uniformiser l'information, maintenant dans l'onglet propriété, on peut modifier l'unité, les attributs dimensionnels. Donc, par exemple, ici, on a pris le nombre de l'épaisseur. Alors, si l'unité préférée, l'unité par défaut est définie pour l'attribut, on ne pourra pas la modifier directement ici, d'accord, dans l'onglet propriété. Par contre, si elle n'est pas définie, effectivement, on peut la modifier. Par contre, si elle est définie avec une valeur donnée, automatiquement, l'affichage sera converti dans l'unité préférée, en fait, qu'on aura définie. L'onglet historique qui fait son apparition dans le document management. L'onglet historique, on l'a vu, hein, on avait fait son apparition dans Xen, dans PAU, en FD2. Florian l'a montré sur la partie SolidWorks tout à l'heure. On le retrouve aussi ici maintenant sur Document Management, donc tout l'outil de gestion des documents autre que de la CAO. Toujours sur Document Management, un nouvel onglet classification qui apparaît, qui nous permet directement ici d'accéder aux informations de classification du document, des classes du document. Et bien évidemment, ces classifications vont nous servir dans les recherches. Dernière chose sur le document management, là aussi, la possibilité d'ajouter en fait en attachement un hyperlien. Là, c'est pareil, hein, on n'a pas forcément toujours un document physique à ajouter, ça peut être un lien vers une page, Ouais, voilà, ça c'est la possibilité de le faire maintenant. On va passer sur les nouveautés de Project Planner, donc le rôle XPP, avec quelques nouveautés ici. La nouvelle fonction qui permet d'afficher la ligne d'avancement ici de toutes les tâches dans la vue planning. Alors ça permet d'avoir une visu beaucoup plus rapide, plutôt sympathique, hein. C'est juste dans l'œil ici qu'on a demandé de l'afficher ou non. Donc là, ici, juste pour mettre, ça nous crée cette ligne rouge automatiquement en montrant la progression pour chaque tâche. Okay. Ici, on va pouvoir gérer une checklist de contrôle associée à un projet, par exemple. Donc la checklist de contrôle, on va pouvoir définir une checklist de choses à risque, qu'on a des étapes critiques qu'on ne souhaite pas oublier en fait, hein. Et du coup, on va pouvoir en fait directement ici mettre en checklist des points spécifiques. Ça, c'est valable pour les tâches, pour les jalons et pardon, la vidéo s'est pas lancée, j'ai pas fait gaffe. Pour les tâches, pour les jalons et pour les portes. Les portes, pardon, ouais, enfin les gates. Merci Florian. Et toujours la possibilité ici, dont on a montré dans Collaborative Task, mais effectivement, dans Collaborative Task, on est en lien avec Project Planner. Donc là, on la retrouve également ici dans Project Planner, la possibilité d'ajouter en fait des hyperliens dans les tâches.
Nouveauté sur la partie Product Release Engineer, donc la partie Xen. On peut désormais verrouiller ou déverrouiller des physical products directement dans l'interface de Xen ici. Donc avec directement la possibilité de cliquer sur l'icône. Et quand on va cliquer, on va pouvoir choisir ce que l'on souhaite réserver. Ok, alors, ok. Donc, de nouvelles commandes. On va faire comme ça, ce sera plus simple. De nouvelles commandes ici qui sont intéressantes. Au moment dans Xen, toujours pour insérer un duplicat. Donc, ça va permettre de dupliquer un élément directement dans la structure en une seule fois. En gros, hein. On va pouvoir le dupliquer et l'insérer dans la structure. Ça pareil, on peut directement les choisir d'insérer un élément dans la structure, mais dupliquer en fait directement comme enfant. On a cette même fonctionnalité pour le remplacement. On peut remplacer par un élément, en fait, mais directement en le dupliquant, sans sortir de la commande, hein, directement dans l'action. Et pareil pour le remplacer d'un élément existant par un nouvel élément dupliqué. Ok. Enfin, la partie connexion à l'ERP, donc la partie XXH ici, donc le rôle XXH hein, qui va permettre de fournir l'interface utilisateur pour surveiller les tâches d'import et d'export qui sont effectuées par le service web. En fait, ici, on a juste globalement la mise à jour concerne le formatage des fichiers StepX. Cet outil-là, il va permettre l'échange avec d'autres systèmes tels que les ERP, d'échanger des fichiers StepX, en fait. Et là, on s'est raligné sur les possibilités de représentation des attributs, représentation des extensions et différents types personnalisés. Donc, en gros, on est conforme au formatage de mots. Dernier point sur cette partie-là, gouvernance, en fait, c'est le rôle qui est apparu en FD2, qui va permettre de gérer les sous-traitants. En fait, on peut désormais construire convertir pardon, un produit physique existant en un article équivalent d'un fabricant. Donc, voilà. Et puis, on a amélioré le suivi des références achetées grâce à la qualification des articles fournisseurs. Ici, on va pouvoir désormais créer et gérer une qualification équivalente à la fabrication entre un article fournisseur et un article de fabrication, grâce en fait aux deux méthodes qui sont montrées ici dans les modes de dialogue. Voilà pour la partie gouvernance. Je vais laisser passer la main en fait à Florian pour terminer sur la partie manufacturing. Tout à fait. Merci Jean-François. Donc, je vais terminer le webinaire par vous montrer donc les nouveautés concernant la partie manufacturing, enfin, l'ensemble des rôles d'Elmia qu'on a. Donc ici, nouveauté pour justement, entre autres, une application qu'on trouve dans le nouveau rôle PLA ou sinon dans le rôle EFS qui était déjà existant dans notre portefeuille de solutions. Ici, la nouveauté, c'est qu'on va utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider à détecter automatiquement des robots qui ont été scannés dans des nuages de points et qui va nous permettre d'extraire. En fait, on va extraire les points qui représentent ces robots et on va pouvoir remplacer ces scans par les vrais modèles 3D qui correspondent aux robots qui ont été détectés. Actuellement, voilà, cet outil de reconnaissance fonctionne pour les robots. Peut-être on peut espérer que demain, on va pouvoir identifier d'autres types de ressources. À voir. Toc, toc, toc. Ah oui, donc toujours concernant les nuages de points, donc que ce soit dans VFS, Factory Simulation Engineer ou PLA, c'est ici une amélioration de l'expérience utilisateur. Donc avant, la problématique, là on le voit très clairement avec ces gros nuages de points, c'est que lorsqu'on zoome, la géométrie, les objets deviennent rapidement illisibles. Donc là, vous voyez la nouveauté, c'est ici qu'on va pouvoir spécifier un facteur d'éclaboussure. Alors désolé, j'ai pas forcément trouvé mieux comme traduction, mais je pense que c'est le terme exact pour traduire splatting factor. Donc c'est un facteur qui nous permet d'étaler plus ou moins les points dans le nuage de points afin de pouvoir mieux reconnaître les objets lorsqu'on zoome. Voilà. Concernant
notre solution pour gérer les nomenclatures de fabrication, donc avec MFN. On peut maintenant définir un lien entre un article qui est présent dans cette MBOM, donc entre un article de fabrication et avec un site de production qu'on a déclaré, qu'on a créé et déclaré dans la plateforme. Donc c'est-à-dire que par exemple si vous possédez donc au sein de votre entreprise différents lieux, différents sites de production ou d'assemblage, vous pouvez par exemple définir que telle pièce sera fabriquée dans telle usine ou par exemple que tel produit sera monté dans telle autre usine. Donc voilà, on peut maintenant définir un lien de dépendance entre mes articles qui sont présents dans ma MBOM et mes sites de production. Du coup, en fait, c'est lié à cette nouveauté. On fait la même chose au niveau des process. Donc là, c'est le rôle MGA qui permet également d'établir des liens entre donc mes produits, mes ressources en interne et mes process, toutes mes opérations. Par exemple, voilà, si j'ai des gammes d'opérations standards, donc maintenant on peut définir un lien entre un process particulier et un site de production. Donc on va pouvoir déclarer que, par exemple, un procédé d'emboutissage est sous la responsabilité de telle usine ou de tel atelier. Et enfin, dernière nouveauté, donc ici on est dans la partie vraiment usinage, tournage, donc fabrication. Donc ça, c'est une nouveauté qui concerne l'ensemble des rôles permettant de faire de la FAO, donc pour définir les trajectoires des machines-outils, de les simuler, de générer des instructions machines. Donc maintenant, on a un assistant qui est également basé sur de l'intelligence artificielle et qui permet de donner des conseils aux utilisateurs les moins expérimentés pour les aider à opter pour les meilleures stratégies d'usinage dans un certain contexte. Donc on sait souvent qu'avec ce type d'outils, on peut être parfois peut-être perdu quand on est novice devant la quantité de choix possibles, donc au niveau par exemple la trajectoire des outils, des approches en zigzag, en cercle, la vitesse des fraises en fonction du type d'opération. Donc là l'intérêt c'est d'avoir des suggestions pour sélectionner les meilleures stratégies d'usinage qui vont être basées sur les expériences passées éprouvées et qui permettent aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées dans un certain contexte. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, Merci bien. Et profitez en effet des vacances pour aller sur YouTube et regarder les nouvelles fonctionnalités. C'est ça. Bonne idée. De toute façon, il fait pas beau, donc vous avez le temps, je pense. Ça. Merci à tous. Merci à Bon tous. week-end.